Bonjour à vous tous. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, bonjour, ici Dorothée Méfaux, toujours en direct d'Abidjan. Voilà, je vous ai montré dans la vidéo pas mal de journaux qui viennent d'Abidjan, voilà, que je consulte chaque jour et que j'essaye de me procurer dans les kiosques. J'étais en train de faire une analyse un petit peu de toute la situation depuis plusieurs semaines, voilà, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso avec les récents événements. Je dois dire que je reste, par rapport à tout ce que j'ai pu lire dans les journaux, je reste assez perplexe par rapport à ce qui va suivre dans les prochains mois et à l'aube de l'année 2016. Et je reste sceptique du fait des prochains événements, voilà, qui se dérouleront en Côte d'Ivoire. Idem pour le Burkina Faso. Bien entendu, je suis très heureuse de voir comment se sont terminés les événements au Burkina Faso. Donc la transition étant rétablie en apparence, je pense que les Burkinabés, malgré tout, doivent rester sur leur garde. Parce que, en fait, je pense sincèrement que ceux qui perdent gagnent autre chose. C'est-à-dire, les gens qui perdent, en général, se retirent, conçoivent leur défaite, mais quelque part peuvent, pendant plusieurs mois, peuvent tramer encore dans l'ombre d'autres desseins. Et donc, je pense que les Burkinabés doivent rester sur leur garde pour la suite des événements et que rien n'est acquis en fait. On croit que les choses sont acquises, mais en fait, moi, pour ma part, je pense que rien n'est acquis. Et que la transition étant ressuscitée, je pense que est attendu justement que le président Kafando doit malgré tout laisser sa place à de nouveaux candidats, de nouvelles candidatures, même si apparemment, comme on le dit dans les journaux Abidjan, elles seront reportées au 22 novembre. Justement, pendant ce laps de temps, il faut que les Burkinabés restent sur leur garde et que... et puis, j'entends aussi que les candidats en liste, les 16 qui étaient en liste et qui sont toujours en liste pour les élections prochaines au Burkina Faso, les élections présidentielles, je pense que ces candidats ne doivent pas trop vite se réjouir du rétablissement de la transition, parce que justement, qui dit transition dit bien que c'est une transition provisoire et que du fait qu'elle a été malmenée et mise en danger et ressuscitée, je pense que les candidats actuels à la présidentielle doivent revoir leur stratégie à la course à la présidentielle. Pour ma part, si j'étais candidat et si j'évoluais dans un tel contexte politique, je reverrai mes billes, c'est-à-dire mon plan stratégique, peut-être pas de fond en comble, mais je resterai aussi sur mes gardes, à savoir comment je vais pouvoir recadrer ma candidature dans un tel contexte. Je pense que les candidatures doivent se repositionner, non pas changer d'opinion ou d'idée, voilà, mais essayer de se reprojeter dans un nouveau contexte qui a déstabilisé franchement le Burkina Faso. Et comme je le disais tout à l'heure, rien n'est acquis.
Voilà, c'est mon sentiment. Hein. Par rapport, alors pendant qu'on a un pays comme le Burkina Faso qui, comment dire, qui se remet de ses émotions, on a ici en Côte d'Ivoire, d'après ce que je lis encore dans la presse hier, quelque part on est aussi dans l'incertitude. Alors il y a une espèce de comment dire, bon, les Ivoiriens apparemment attendent tous, d'après ce que dit la presse et ce qu'on voit à la télé, on attend tous la réélection plus qu'évidente d'Alassane Ouattara. Mais quand je lis la presse et qu'on voit que certains partis soutiennent le fait qu'il faut absolument faire une transition ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et que la diaspora ivoirienne de toute l'Europe viennent de se réunir à Bruxelles, je crois, pour demander le report, je crois, des élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire, et qu'elles ne sont pas du tout justifiées, et qu'il y a encore pas mal de problèmes à régler, et qu'on remet en question aussi la légibilité d'Alassane Ouattara au niveau de sur le plan de sa candidature, au niveau de sa candidature, et que sur le plan de la démocratie ici en Côte d'Ivoire, ce n'est un secret pour personne. Hein. Vous connaissez l'expression que j'utilise assez souvent, que j'aime beaucoup, qu'il est vrai qu'en Côte d'Ivoire, les droits de l'homme ne sont pas respectés. En Côte d'Ivoire, la démocratie telle qu'on peut l'entendre en Occident n'est pas du tout la même, n'est pas vue de la même façon ici en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement. Que on dit beaucoup de choses hein, sur le gouvernement de Ouattara. On lui reproche pas mal de choses et qu'il y a aussi le fait que, bon, j'ai lu beaucoup de choses hein, sur le fait que le gouvernement Ouattara, ça serait un gouvernement de dictature et que quelque part la démocratie, ce serait plutôt un semblant de démocratie quelque part. Et donc, voilà, si je devais aller plus profondément dans mes propos par rapport à tout ce que je lis et tout ce que j'analyse depuis des semaines, il y a pas mal de choses qui ont été remises en question sur les présidentielles et que quelque part, comme je le disais tout à l'heure, rien n'est acquis, rien n'est gagné d'avance. Il peut y avoir des retournements de situation incroyables, comme ça s'est justement passé au Faso. Et bien que la situation se rétablit au Burkina Faso, ici en Côte d'Ivoire, rien n'est moins sûr. Hein. Donc les jours passent, voilà. Mais on peut aussi se demander aussi si je voulais traiter de ça justement dans une autre thématique, une autre édition de Ça n'engage que moi, parler de la diaspora. Et parler de la diaspora, est-ce que la diaspora africaine, quel que soit le pays dont elle est issue, est réellement entendue pendant les élections présidentielles? C'est une question que je me pose. Et je me demande si on prend vraiment en compte l'opinion de cette diaspora. Quand je vois par exemple le cas de la République démocratique du Congo, où monsieur Mboukou, que je connais, est représentant justement de la diaspora congolaise,
qui milite activement depuis des années avec un parti propre à lui, qui milite justement sur le fait qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe en RDC avec le régime de Kabila. On se demande si ici, si en contrepartie, la diaspora est vraiment prise en considération. Est-ce qu'elle fait le poids? Est-ce qu'elle pèse dans la balance quand il y a des contradictions ou des désaccords, etc. Et donc, dans un article de presse qui a été publié dans un journal abidjanais, voilà, la diaspora ivoirienne de toute l'Europe s'est manifestée à Bruxelles en signant des documents, voilà, comme quoi elle était contre les élections présidentielles et qu'il faudrait un report. Voilà. Donc c'était la question que je me posais par rapport à la diaspora. Qui, ma foi, je pense, même je suis certaine, doit absolument peser dans les élections présidentielles parce qu'elle a le droit de vote, elle est concernée par son pays, par le pays, et donc on doit tous ces Africains qui sont soit exilés ou immigrés, qui ont immigré dans les pays européens ou aux États-Unis ou en Asie, peu importe, leur voix compte. Et on ne doit pas marginaliser cette diaspora, voilà, c'est mon avis. Donc la situation au Faso, je voudrais y revenir parce que je considère que quand on fait le point ici à Abidjan, quand on a un regard extérieur et qu'on voit la situation du Burkina Faso qui en fait se fait passer pour un pays tellement instable et qui n'a pas vraiment de fondation solide à tous les niveaux. Et avec tous ces coups d'État, aujourd'hui, l'image du Burkina Faso en a pris un sacré coup. Parce que je pense que par rapport à ce qu'on lit encore dans la presse, hein, je me fie toujours à ça, et puis je vous donne aussi mon avis propre, le coup d'État qui n'a servi absolument à rien, ou alors juste à faire un coup médiatique, un coup de pub au général Diendéré, tout ça n'a servi absolument à rien. Et quand je vois, j'entends à la télé le général dire publiquement que bon, bah, ils se sont retirés, ils ont déposé les armes parce que le peuple n'était pas d'accord, mais une déclaration, je trouve que c'est une déclaration qui n'a pas de sens. Évidemment que le peuple n'était pas d'accord, il le savait déjà dès le départ que le peuple avait fait la révolution. Pourquoi? En 2014. Donc le général sait très bien que ce coup d'État, ce putsch, n'allait pas plaire à la population. Donc quand j'entends ce genre de déclaration, je n'arrive pas à comprendre sa position. Et donc du coup cet échec de ce putsch fait que Kafando, le président Kafando se retrouve comme un pion qu'à un moment donné qu'on a éjecté sur l'échiquier et qui ensuite se redresse et on le replace comme ça sur l'échiquier en attendant de voir la suite. Donc pour moi, l'instabilité, elle est toujours là. Et quel que soit le prochain candidat qui sera élu, je crois que le Burkina Faso n'est pas au bout de ses peines et que à l'aube de 2016, le Burkina Faso doit absolument rester sur ses gardes, mais pendant assez longtemps, sur le long terme, je dirais. Parce que comme c'est un pays
dont les coups d'État, dont les coups poétiques se succèdent à tout va. Je crois que c'est un pays qu'on dit ici, on entend les gens parler ici à Abidjan, disent que le Burkina Faso est un pays pauvre, alors qu'à contrario, ici en Côte d'Ivoire, on dit que la Côte d'Ivoire maintenant est un pays riche, puisqu'on est en plein d'émergence. Donc on a un paradoxe terrible entre ces deux pays frères, dont l'un émerge et l'autre, justement, n'est pas du tout dans l'émergence. Donc aujourd'hui aussi, donc les échos se font aussi, comment dire, se confirment. Hein. J'ai appris dans la presse que le président Compaoré était parti au Maroc, surpris par M. Hollande, qui lui-même était en visite officielle au Maroc avec le roi, le souverain marocain, et qui a interpellé justement l'ancien chef d'État burkinabé, donc qui était certainement dans sa villa à Marrakech. Et donc, quand on lit aussi que François Hollande, le président français, a mis sur haute surveillance Blaise Compaoré, qui à un moment donné, on a donné l'ordre justement au roi du Maroc de ne pas laisser sortir Blaise Compaoré du territoire marocain. On fait vite le lien et la conclusion et on peut se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Donc est-ce que le président Compaoré va revenir ici à Abidjan? C'est aussi une question que je me pose. Voilà, il y a aussi le fait que j'ai lu aussi que Alassane Ouattara, le président actuel de Côte d'Ivoire, ne condamne pas le putsch. Là aussi, on peut encore se poser pas mal de questions, à savoir, est-ce que le gouvernement ivoirien ne serait-il pas en liaison directe avec Compaoré et Djendéré sur ce coup d'État? C'est encore une question que je me pose, hein, sans faire de commentaires certains. Voilà. Donc, à tout ça, je dirais que on est en Afrique de l'Ouest, hein, et dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest, où il y a donc le Burkina Faso, pays frère avec la Côte d'Ivoire, deux pays qui sont quelque part l'un et l'autre sur le même bateau. Il faut dire que même si la transition est revenue, rien n'est moins sûr, ni sur le territoire burkinabé, ni sur le territoire ivoirien. Donc on est là un petit peu à attendre les événements, à être un petit peu, on est en plein suspense, on se demande ces deux pays, où iront-ils en 2016. Donc on souhaite le meilleur justement, moi je souhaite le meilleur justement pour ces deux pays, mais au bout du compte, quand on voit ce qui s'est passé au Burkina Faso, un coup d'État qui n'a servi à rien mais qui a fait 10 morts et plusieurs dizaines de blessés, on se rend bien compte que le peuple est toujours est victime de tout ça. C'est lui qui en paye le prix. La jeunesse sont comme comment dirais-je, des brebis qu'on manipule en fait. Et donc je me dis que quelque part sur le continent africain, on est toujours, on ne sort pas de là, on est toujours dans ces instabilités politiques qui fait que
la corruption qui règne un peu partout dans les pays africains et tous les maux de société de l'Afrique. J'ai l'impression qu'en 2015-2016, on n'en est toujours pas sorti et que le continent africain, est-ce qu'un jour il se sortira justement de tout ça? Je pense qu'il faudra encore plusieurs années avant qu'on puisse espérer un continent africain idéal pour le prochain millénaire. Voilà, donc nous les idéalistes, les rêves qu'on peut avoir par rapport à l'Afrique, comme Youssou N'Dour, justement, l'ex-ministre de la Culture du Sénégal et chanteur, qui veut une New Africa, une nouvelle Afrique. Moi, je suis partisane de ça, avec l'association Je sais lire et écrire, où justement je fais en sorte de faire ouvrir les yeux par rapport à l'éducation ici en Afrique, etc. Donc, que ce soit Youssou N'Dour ou moi-même, je pense qu'on a encore pas mal de pain sur la planche. Voilà, donc c'était mon analyse du jour. Donc à suivre pour tous ces événements ici en Afrique, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, vers qui je vais, voilà, je vous annonce qu'il va falloir que je reprenne la route et que je revienne au Burkina dans quelques jours, voilà, sachant que les choses se sont stabilisées, mais prudence. Bonne journée à vous.